Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, avec aujourd'hui pour commenter l'actualité, Jérôme Ripoul, bonjour. Vous êtes directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valais. Matteo Ghisalberti, bonjour. Vous êtes journaliste franco-italien. Merci d'être avec nous. Petit retard pour Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, qui ne devrait pas tarder. Et Najwa El Haïté, docteur en droit, vice-présidente de Territoire de Progrès et auteur de Laïcité et République, paru chez l'Harmattan. Elle devrait ne pas tarder à arriver également. Pourtant, il n'y a pas grand monde dans les rues, on peut le dire. On va évidemment revenir sur les annonces, sur ce calendrier du déconfinement qui a été annoncé hier soir déjà, mais précisé ce matin dans la presse quotidienne régionale par Emmanuel Macron. Donc on va revenir sur les annonces concrètes qui ont été faites et puis également sur l'aspect politique de cette décision, revenir sur ce début de campagne du président de la République. On vous pose la question. Et puis le pass sanitaire sera-t-il inévitable? On est en train de tourner autour du pot en disant oui, peut-être pour les stades, mais pas pour les musées. Enfin, ça va être très très compliqué, je pense, à gérer. On va en parler ensemble avec vous. Commençons peut-être par notre tour de table. Mathéo, c'est un sujet qui est pile dans l'actualité. Je vais peut-être vous faire écouter, je n'ai pas prévenu notre réalisateur. Ce matin, Gilles, dans le zapping, nous a proposé le son d'un avocat des Brigades Rouges, enfin de ces anciennes Brigades Rouges. C'est là-dessus que vous vouliez réagir. Je ne sais pas si on a le son. Oui, allez, on écoute. Non, on ne l'a pas. Alors Mathéo, allez-y. Oui, rappelez-nous un petit peu le contexte. Donc, alors, très brièvement, dans les années 70-80, en Italie, il y a eu plein de tueries, plein d'actes terroristes qui ont fait 350 morts au moins, plus 4000 blessés. C'était des terroristes d'extrême gauche et d'extrême droite extra-parlementaires. Et il se trouve que quand Mitterrand a été élu, l'une des choses qu'il a introduit, c'était cette doctrine qui a pris son nom et qui permettait aux anciens terroristes qui, selon une interprétation, n'avaient pas eu le sang sur les mains, de se réfugier en France. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'entre eux. Le plus célèbre, entre guillemets, était Cesare Battisti, qui en venant en France s'est refait une vie et est devenu un auteur à succès de polar. Et il en reste encore une dizaine. Et d'ailleurs, justement, sur cette antenne, il y a à peu près 2 semaines, et je vous remercie encore parce que j'avais fait un coup de gueule en disant que c'était inacceptable que la France n'accorde pas cette extradition à des personnes qui ont été jugées de façon définitive jusqu'à la cassation. Et ce n'est pas vrai, comme soutiennent leurs supporters, que ils n'ont pas eu droit à un juste procès, etc. Parce que c'est méprisé déjà un système démocratique comme malgré tout celui italien. Et puis, on sait qu'ils se sont presque personne n'a regretté ce qu'il a fait. Et donc là, enfin, Emmanuel Macron a décidé de de donner son feu vert pour que la justice fasse son cours. Bien évidemment, c'est mon coup de cœur, mais attention, parce qu'il faudra au moins 2 ans pour que ces extraditions soient effectives. Et naturellement, ces personnes auront tous les droits, toute une série de recours et pourraient s'enfuir. En effet, il y a 10 mandats d'arrestation qui ont été émises. 9 personnes ont été individuées. Et une reste recherchée. Mais il faut faire attention parce que cette personne qui s'appelle Maurizio Di Marzio, qui en France s'est refait une vie en faisant le restaurateur, etc., ici à Paris, le 10 mai, sa peine expira en Italie. Donc, il pourrait tenir entre guillemets 10 jours pour avoir de toute façon plus de facilité. Alors, le tweet de Jean-Luc Mélenchon: j'adjure le président Macron de ne pas extrader les Italiens. Ils avaient la parole de la France pendant 40 ans. Ils ont tenu la leur pendant 40 ans aussi, de poser les armes et de ne plus intervenir.
plus jamais la France ne pourra négocier une paix si notre pays ne tient pas parole. Et on va écouter l'avocat de l'un de ces Italiens. Comment est-ce que vous qualifieriez l'arrestation qui a eu lieu hier de votre client, vous ? D'acharnement et de contraire à toute éthique. Il y a un temps pour l'oubli. Le plus surprenant, si vous voulez, c'est que l'exécutif a fait un communiqué avant que les autorités judiciaires même soient saisies. Ce qui démontre le caractère politique. 40 ans sont passés. Son dernier travail depuis 10 ans, c'est psychothérapeute dans une EHPAD. Pour lui, c'est une vengeance de l'État italien qui se poursuit. Alors, vengeance ou état de droit, un dernier mot, Mathéo. Oui, non, rappelons-nous que si la France veut lutter contre le terrorisme, parce que malheureusement elle est victime d'une vague d'attentats qu'on connaît parfaitement, qui ont fait des centaines de morts, avec quelle crédibilité elle pourrait justement se poser un rempart contre le terrorisme si elle abrite des terroristes qui ont été jugés 3 fois et de façon définitive par un pays ami et allié. C'est des gens qui ont tué des gens et qui, c'est vrai, ils se sont refait une vie, mais ils ont ôté une vie et des vies des innocents. Ouais, après, on peut invoquer effectivement les 40 ans passés, la vie refaite, le droit. Si Mohamed Merah était encore en vie et dans 40 ans on le chopait dans un autre pays et on ne le remettait pas à la France, qu'est-ce qu'on aurait dit, par Nicolas exemple Corato? Oui, moi je ne veux pas rentrer sur le débat avec Mathéo sur les années de plomb, j'en dirais un mot. Je peux partager une partie de ce qu'il a dit, pas une autre. En revanche, ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on fasse un parallèle entre la situation des terroristes des années de plomb en Italie et Mohamed Merah. Pourquoi ? Ça n'a absolument rien à voir. Vous faites un anachronisme total. Les morts sont des morts. Non, attendez, vous êtes en train de... les morts italiens ne sont pas des morts, Corato ? Ces raccourcis idéologiques sont absolument dramatiques. Donc ça veut dire qu'il y a des idéologies qui valent mieux que d'autres ? Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que l'histoire est très différente et que je pense qu'il vaut mieux écouter les historiens que les polémistes sur ce sujet. Revenir notamment à l'histoire des années de plomb en Italie, qui est, et Mathéo, vous le savez, qui est extrêmement nuancée, extrêmement compliquée. Il y a eu des dizaines d'études sur le sujet. Beaucoup d'historiens se sont penchés sur le sujet. Vous êtes en train de dire qu'il y avait un pouvoir qui était fasciste, donc pour vous, parce que c'est la thèse des vous voyez, vous interprétez très rapidement ma pensée. C'était pas du tout ce que j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous dire que c'était très compliqué et que les années de plomb en Italie aujourd'hui, le consensus historique quand même, c'est que tout le monde des gauches. Non, mais vous avez des études américaines. Vous avez des études américaines, des études italiennes y compris, qui disent qu'effectivement tout le monde a instrumentalisé tout le monde, que l'Italie était devenue un champ de bataille idéologique entre l'Est et l'Ouest, et qu'effectivement il y avait un risque de dislocation de la société italienne. La France de gauche, effectivement, en 80 est intervenue en essayant, avec une idéologie que je revendique, il n'y a pas de difficulté, qu'il faut reconnaître, d'intervenir pour régler ce conflit en donnant asile à une certaine partie des belligérants, en leur demandant, non seulement qu'ils n'avaient pas de sang sur les mains, mais en leur demandant de cesser toute clandestinité, tout recours à la lutte armée. Sauf qu'ils avaient le sang sur les mains, parce que... Non, mais Mathéo, il ne vous sera pas échappé que Cesare Battisti a dit qu'il s'est moqué des intellectuels quand il a été arrêté. Je vous renvoie, Mathéo, à certains arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur ces sujets qui ont conclu à l'absence de procès équitable pour une partie de ces personnes concernées. D'autres, effectivement, avaient du sang sur les mains et ont été condamnés et devaient être condamnés. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours très, très dangereux et à mon avis très malhonnête intellectuellement de faire des liens entre des histoires qui n'ont rien à voir. Parce que vous êtes de gauche, donc vous soutenez l'idéologie de gauche, c'est ça? Mais non, pas du tout. Vous justifiez, comme ils l'ont fait les intellectuels qui ont signé la tribune scandaleuse dans le Figaro, dans le Monde, que les terroristes d'aujourd'hui sont les terroristes de gauche d'hier. Je ne peux pas vous laisser dire ça à l'antenne. Je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, Jérôme Ripoul. Je ne vais pas vous mettre d'accord, visiblement, mais je poserai une question un peu candide et qui mérite, me semble-t-il, de l'être. Pourquoi la France change maintenant de pied ? Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette modification de ce qui fait jurisprudence depuis des années, j'allais dire. Non pas que, là je ne juge pas sur le fond, hein, je juge pourquoi maintenant. Est-ce qu'il y a du donnant-donnant ? Est-ce qu'il y a politiquement des positions qui sont en train de se nouer ? Moi, j'aimerais savoir ça. Et je suis très étonné parce que l'avocat a raison sur un point, c'est comment se fait-il que l'État de droit qui est la France n'a pas annoncé la posture qu'il allait prendre ?
Ça, c'est très, très étonnant. Donc, c'est-à-dire que là, moi, j'ai aucun avis parce que c'est très compliqué. Et il y a quand même deux personnes qui ont partie liées dans cette histoire. Nicolas, qui a quand même des racines italiennes, et Matteo aussi. Mais bon, moi, je ne rentrerai pas dans ce débat, mais je m'interroge sur la raison politique du revirement. Ça, j'ai pas de. Est-ce que Matteo a une réponse? Je n'ai pas la boule de cristal. Je pense que il y a sans doute une exigence d'avoir de bonnes relations avec le nouveau Premier ministre italien, qui est un peu plus, il a un peu plus de force par rapport à ses prédécesseurs, au moins certains d'entre eux. Et puis, il faut aussi dire que la France peut-être a besoin aussi de tous les alliés possibles au niveau international, parce que justement, elle est en train de mener une lutte acharnée contre le terrorisme, mais aussi contre les autres menaces d'ingérence, comme celle turque. Et puis, en Afrique, par exemple, elle a perdu un allié de poids récemment. C'est compliqué en Afrique. Il faudrait peut-être avoir le support d'autres pays européens. Peut-être ça aussi, ça rentre un peu dans les calculs. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas... Vous savez, Nicolas, le communiqué de l'Élysée dit: le président a souhaité régler ce sujet comme l'Italie le demandait depuis des années. La France elle-même touchée par le terrorisme comprend l'absolu besoin de justice pour les victimes. Il n'y a pas de différence qui est fait, c'est du terrorisme, point. Pour moi, c'est un anachronisme au sens historique du terme et peut-être politique. Mais parce que vous justifiez des crimes. Non, je ne justifie absolument rien. Je dis juste que le terrorisme d'aujourd'hui que nous subissons en France n'a rien à voir avec le terrorisme qui s'est exprimé sur une partie du territoire européen dans les années 70. Parce que ça n'est pas la même nature, ça n'est pas le même contexte. La guerre froide n'existe plus, pardonnez-moi, mais enfin, historiquement et géopolitiquement, on n'est pas du tout dans le même contexte. Mais est-ce que le contexte a vraiment une importance quand on parle de terrorisme? Parce que donc il y a une cause, laissez-moi finir. Donc il y a une cause qui justifie qu'on tue des gens. Mais arrêtez de me faire dire ce que je ne dis pas. C'est ce que vous dites. Ou alors je ne suis pas clair. Non. Le terrorisme est condamnable, quelle que soit la cause qu'il défend. Le terrorisme est une manœuvre qui tend à imposer une idéologie par la terreur. Je dis que le contexte est différent puisque l'origine est différente. Mais on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble pour commenter l'actualité. On va évidemment revenir sur le calendrier du déconfinement. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Est-ce qu'on pourra échapper au pass sanitaire? Et avez-vous le sentiment que c'est une décision politique d'un président en campagne? Jérôme Ripoul est avec nous, directeur associé de l'agence Confluence, co-président d'Opinion Valley. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien. Et nous attendons toujours Najwa El Haïté. Juste un mot, Nicolas. Je veux dire, un auditeur me dit, il y en a un, c'est du terrorisme politique, l'autre du terrorisme religieux. Soit, mais au final, c'est du terrorisme. Mais on est bien d'accord, les deux sont condamnables, mais pas comparables. Et moi, je ne peux pas laisser Matteo faire un lien entre Mohamed Merah et les Brigades Rouges. C'est du terrorisme dans les deux, mais c'est pas la même idéologie, c'est pas le même monde, c'est pas la même époque. Ce ne sont pas les mêmes modes d'action, ce ne sont pas les mêmes territoires. Et pardonnez-moi, Matteo, pardonnez-moi. Écoutez, Mohamed Merah, il y a eu un procès qui a permis, je pense, de faire une partie de la lumière sur ce qui s'était passé. Il y a aussi des zones d'ombre que les historiens vont analyser. Sur les Brigades Rouges, il y a eu un travail d'historien. Il y a eu un travail d'historien très fouillé qui dit quoi sur les Brigades Rouges? Que sur ces années de plomb et sur cette période-là, tout le monde a instrumentalisé tout le monde, que les services de renseignement aussi sont à l'origine de certains attentats. Et vous le savez, Matteo. Donc, mais non, je ne raconte pas n'importe quoi. Vous êtes en train de dire. On ne va pas faire le débat que là-dessus. Mais ce que disait Matteo, je ne sais pas s'il comparait les deux terrorismes. Il disait, imaginez qu'en France, Mohamed Merah soit toujours vivant et qu'on le relâche et qu'il soit réfugié en Italie et qu'on le relâche 40 ans après, il y aurait la même émotion pour les Français. Mais vous savez, il faut regarder les choses telles qu'elles se passent. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec la guerre du Liban, où de nombreux terroristes ont été certains capturés, d'autres sont encore libérés. Il y a un moment où l'histoire, où le temps fait son œuvre.
Et c'est aussi la question que posait Jérôme Ripoul, c'est-à-dire qu'on est 40 ans après les faits. Moi, ça n'enlève rien à la responsabilité. Vous savez que dans nos systèmes juridiques, il y a aussi ce qui s'appelle la prescription qui existe. Oui. Les crimes ne sont pas imprescriptibles dans les pays occidentaux. Mais on revient pas là-dessus. Oui, on parlait un attentat est un attentat, oui. Un assassin est un assassin. Oui. Mais un attentat qui a eu lieu, pardonnez-moi de le dire, et moi je l'assume, un attentat qui a eu lieu il y a 40 ans, on ne doit pas le regarder de la même manière qu'un attentat qui a eu lieu il y a 5 ans. Si, c'est exactement le débat. Non, enfin, je vois pas, mais bon, on va passer. Allez-y avec votre coup de cœur ou votre coup de gueule, je ne sais pas. Oui, c'est un coup de cœur qui va plaire à Mathéo ou un coup de gueule. Je voulais parler de l'opération d'art contemporain qui va s'ouvrir à l'église Saint-Louis des Français dans quelques temps, qui est une opération très intéressante puisque Pascal Convert, qui est un plasticien contemporain, a décidé de faire suspendre en surplomb du tombeau de l'empereur Napoléon un cheval, un squelette de cheval en plastique. Et donc, Thierry Lenz et la Fondation Napoléon et plein d'autres s'émeuvent, grande polémique. On a l'impression d'être rendu aux grandes heures de Michel-Ange et du tombeau du pape Jules II. Bref, grande polémique. Alors, je voulais juste dire quelques petites choses parce que moi, je me suis renseigné parce que l'œuvre n'est pas encore visible, mais on a vu des projections, on a vu des images. C'est intéressant, l'œuvre s'appelle Marengo Mori. Alors, pourquoi Marengo ? Parce que c'est le nom du cheval de Napoléon, le cheval avec lequel Napoléon, mythologiquement, a conquis quasiment toute l'Europe jusqu'à la Russie et a cavalé avec ses troupes d'ouest en est. Cet artiste nous explique qu'il a voulu réaliser ce qu'on appelle un memento mori, c'est-à-dire une forme Memento mori, oui. Je me souviens que je vais mourir. Souviens-toi que tu vas mourir. Voilà. Souviens-toi que tu vas mourir. Et qui est un passage obligé de tout l'art sacré chrétien en Occident. Et je trouve ça intéressant parce que c'est le squelette de ce fameux cheval, cheval qui a été à l'époque capturé par les Anglais à Waterloo, ramené à Londres, qui a été exhibé au public, qu'on a mis dans un zoo, qu'il fallait visiter en payant un lourd tribut, bref, une sorte de star de l'époque, puis dont ensuite on a gardé au musée londonien le squelette qu'on peut toujours d'ailleurs voir aujourd'hui. Et je trouve, moi, que c'est intéressant quand des artistes contemporains se positionnent par rapport à nos problématiques de commémoration, d'hommage national, etc., en rappelant que, contrairement à ce que veulent penser les turiféraires de Napoléon, le tombeau de Napoléon à Paris n'est pas un lieu de culte, c'est un lieu de mémoire. Et que se souvenir que même les plus grands personnages, les plus glorieux, peut-être parfois les plus contestés, sont aussi des personnages qui passent dans l'histoire, ça a un intérêt pour nous faire réfléchir. Donc voilà, je voulais simplement livrer, non pas un coup de cœur ou un coup de gueule, mais me dire que cette polémique était très intéressante, mais que je pense qu'il faut toujours peut-être donner une prime aux artistes face aux contempteurs du temps. Peut-être ou peut-être pas. Voilà. Najwa Laïté nous a rejoint. Bonjour Najwa. Désolée pour le retard. Alors je voulais, avant moi ce sera je sais pas un coup de cœur, mais en tout cas signaler, vous l'avez dit, on se rappelle que vous aviez été victime d'une agression chez vous à la fin de la saison dernière, c'était au mois de juillet, vous étiez en direct à distance avec nous quand un homme a surgi dans votre appartement pour vous cambrioler et ça a été très violent. Oui. Beaucoup ont douté de la réalité et de la véracité de cette agression. Or, votre agresseur a été arrêté et condamné. Oui, à 18 mois, à 13 mois ferme, 8 mois avec sursis et obligation de scolarité et de soins. Ce qui semblerait que... Parce qu'il avait quel âge ? Il avait à l'époque des faits 17 ans. D'accord. Donc mineur. Mineur et c'était pas la première fois qu'il était condamné pour ces faits. Oui, donc il a été condamné, récidiviste. Il était récidiviste, mais c'est bien de le dire pour nos auditeurs ou ceux qui doutaient de la véracité d'un événement comme celui-là, qui est extrêmement violent. Il pensait en fait qu'il n'y avait personne dans l'appartement. Exactement. Il est rentré, il vous a volé votre sac à main, je crois. C'est ça, ordinateur, sac à main. Par contre, ce qui est important, et je l'évoque aussi dans le tweet... c'est qu'il a tenu à s'excuser. Je n'étais pas là, c'est mon avocat qui m'a informé de cela. Bien sûr, j'accepte ses excuses, mais vraiment, il y a une inquiétude par rapport à ces jeunes récidivistes.
Parce que mon avocat me disait que même la magistrate disait que... Enfin, elle ne disait pas comme ça, mais on sait pas quoi faire de ces jeunes qui récidivent. C'est quand même c'est le 20e cambriolage. Ouais. Donc et autant il n'avait pas été condamné auparavant. Si, mais libéré. Donc condamné à quelques mois de prison, et il recommençait. Mais là, pareil, 18 mois ferme, mais 3 avec 18 mois, dont 3 fermes, il n'ira pas en prison. La réalité, c'est que non. Ouais, réalité, c'est que non. Ouais. Voilà. Jérôme Ripoul, vous voulez réagir ? Non, bon, justice est faite. Ouais, ça, c'est déjà une bonne chose. Ça prouve que et la police et la justice ont fait leur job, leur travail. Maintenant, c'est vrai que cette question des multirécidivistes est problématique. J'allais dire, il n'est pas allé en prison. C'est un problème, mais le problème serait qu'il y aille aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour ceux qui font du sursis et qui finalement sont remis dans la rue et n'ont pas de sanctions, et donc pas d'accompagnement social, pas de, voilà. Et ceux qui vont dans les prisons, moi quand j'entends le Premier ministre qui se réjouit d'annoncer 15 000 places de prison, je me dis, ok, mais mettre des primo-délinquants en prison, c'est les mettre finalement dans le milieu, dans un bain qui va cultiver peut-être leur travers, et moi je pense qu'on a un vrai problème là, les multirécidivistes et les jeunes qui sont des décrocheurs, et je pense que la période actuelle va peut-être aussi nous poser de graves problèmes avec des jeunes qui sont en perte de repères complètement. Hein. Oui, absolument. Je peux dire un mot? Oui, allez-y, Nicolas. D'abord, je voulais apporter tout mon soutien à Joël, parce que vous étiez dans cette émission, absolument. Et j'avais été sidéré par ces images. Ouais. Et je lui dis, et je vous le dis, j'avais été encore plus sidéré par effectivement le complotisme qui avait suivi sur les réseaux, sur la remise en cause ou je ne sais quelle accusation de mise en scène. Et je pense que la justice, ça sert aussi, même si elle arrive parfois un peu tard, même si elle prend du temps, ça sert aussi à exhiber et à mettre en œuvre une vérité judiciaire qui n'est peut-être pas toujours la vérité telle qu'on l'entend socialement, mais en tout cas une vérité qui permet de remettre en place un certain nombre de choses. Donc je suis heureux de pouvoir dire, et qu'on puisse tous dire aujourd'hui que ce qu'on a vu, ce qui nous a sidérés, ce qu'on a condamné, a été de nouveau condamné par la justice. C'est important de le dire. C'était important, vous avez bien fait de le dire. Najwa, votre coup de gueule? Alors là, c'est un coup de gueule. Donc ça concerne une violente agression raciste à Dole. Donc je rappelle rapidement les faits aux auditeurs. Il s'agit de monsieur Adil Sefrioui, qui est un papa. Qui a constaté que son voisin prenait en photo ses enfants qui jouaient dehors. Donc autant vous dire que le papa a réagi. Il a réagi, et la réponse du voisin, c'est de l'agresser violemment et de le renverser avec sa voiture en disant « Bico, tu passes sous le capot ». Donc pourquoi je parle de ce fait ? Car l'indignation et la lutte contre le racisme ne doit pas être à géométrie variable. Je m'en explique, parce que je trouve que il s'agit d'un fait divers, mais on n'en a pas suffisamment entendu parler pour que ce soit de manière forte condamné. Donc moi, c'est une manière aussi de dire par ce coup de gueule qu'il faut refuser vraiment toute banalisation des idées, des comportements, attitudes racistes ou antisémites de notre quotidien, car à défaut, cela participerait, et dernièrement ces mots ont été évoqués, au délitement de notre société. Donc c'est pour ça que je tenais à faire ce coup de gueule aujourd'hui. Chris, dire enfin quelqu'un qui en parle. C'est vrai que ça a été assez peu relayé. Oui, je n'ai pas entendu parler. Assez peu relayé, effectivement. C'est près de Dole, dans le Jura, que ça s'est produit. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant, et ce sera le coup de gueule de Jérôme Ripoul qui rejoint notre sujet d'actualité. Ce président en campagne, ses décisions sont-elles orientées et décidées en fonction de cet objectif? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On va revenir sur le calendrier du déconfinement. Jérôme Ripoul, vous vouliez pousser un coup de gueule. Oui, coup de gueule. Ne nous laissons pas voler les présidentielles. J'ai l'impression que depuis quelques semaines, on nous explique que tout est joué.
une petite musique qui s'amplifie nous dit le duel tant attendu arrive, il n'y a rien à faire, circulez et surtout ne participez pas au débat. Moi je dis deux choses. Premièrement, il faut arrêter de se laisser enfumer par les sondages. Les sondages, c'est une photographie à un instant donné. Si on regarde les sondages un an avant la présidentielle, lors des précédentes élections, c'est édifiant. En 1981, Giscard était élu à 60% face à Mitterrand. En 1994, Édouard Balladur arrivait à l'Élysée. En 2011, c'était DSK qui était le sauveur du PS, etc., etc. Et en 2016, Fillon, n'est-ce pas, allait ramener la droite à l'Élysée aussi. Donc tout ça, c'est dangereux. Et ce qui me dérange fortement, c'est que les médias, et je cite surtout pas Sud Radio, parce que de ce point de vue-là, vous n'êtes pas rentré dans ce débat-là. Il y a quand même une petite musique de fond que nous délivrent des médias qui devraient avoir éthiquement et déontologiquement la conscience que tout ça, ce sont des nuages de fumée et que l'élection, tant qu'elle ne s'est pas passée, n'est pas arrivée. Deuxièmement, il y a une chose qui m'inquiète fortement, c'est que on a eu des élections confisquées. L'élection à la mairie de Paris, c'est une élection confisquée. Il n'y a pas eu de débat. Et 6 mois après, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une polémique énorme sur la ville de Paris, la façon dont elle est gérée, etc. Pourquoi on n'a pas eu ce débat ? Et parce qu'il n'y a pas eu de débat il y a 6 mois. Ouais. Le risque, c'est qu'au régional, on n'ait pas de débat non plus. Et le risque aussi, c'est qu'au présidentiel, on n'avait pas du tout. Et qu'il y ait des personnes qui utilisent leur position qui est un peu plus prédominante pour confisquer ce débat. Donc moi, je suis quand même assez inquiet et je me dis, il ne faut surtout pas rentrer dans le jeu qui consiste à dire que tout est joué. Une élection, c'est un débat. Il y a des sujets qui doivent être posés, des vrais sujets. Si on peut arrêter d'éviter de poser pour les politiques des sujets qui ne concernent pas véritablement les Français, on a envie de parler d'éducation, on a envie de parler d'emploi, de chômage, et on n'a pas envie toujours de se retrouver avec les thématiques qui sont les tartes à la crème de la présidentielle. Sur la sécurité, on voit que ça arrive à grands pas. La sécurité, finalement, il y a assez peu de différence dans les moyens que proposent les candidats, hein, à part peut-être l'intervention de l'armée. Mais enfin, sur ce point, Marine Le Pen ne nous a pas fait part de sa volonté de faire intervenir l'armée dans les cités. Donc je crois qu'il y a quand même des vrais débats de fond et j'ai pas envie qu'on se retrouve une fois de plus à se dire mais finalement le débat est confisqué et que le second tour arrive à autre chose que ce qui avait été prévu et on sera dit une fois tout ça, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois ici, en particulier avec Frédéric Dabi qui nous dit effectivement un sondage c'est un instant T, un an bien folle, celui qui se fierait aux chiffres un an à l'avance, sauf qu'il y a des dynamiques qui sont montrées par ces sondages. On avait tout à l'heure Philippe Ballard qui nous donnait les résultats d'un sondage qui montrait qu'il y avait en tout cas une progression du vote Marine Le Pen qui existait. Dire que ce sera le second tour, ça c'est clair. Voilà. Qui sera face à elle, ça je. Oui, non, mais c'est pour ça. Personne un an avant, ça ne veut effectivement rien dire. Mathéo. J'ai une question pour vous, Jérôme Ripoul. Vous ne pensez pas que cette séquestration du débat finalement convient un petit peu aussi à la majorité en place et au président sortant ? Ah ben complètement, c'est une évidence. C'est une évidence. Si le président avait pu, on n'aurait pas eu de régional. Il faut être très clair. La consultation des maires qui a été faite à brûle-pourpoint, où on a mobilisé des préfets, des sous-préfets, des directeurs de cabinet, c'est ça la réalité, hein, pour être sûr que finalement l'association des maires ne confisquait pas la parole des maires, ce qui était faux. Hein, elle était totalement en phase de l'association des maires avec le sentiment des élus pour reporter les élections. Heureusement, ça n'a pas eu lieu, mais enfin, on avait envie de ça. Et effectivement, il y a quelqu'un qui a peut-être intérêt à ce qu'il y ait un débat qui soit plutôt à sa main, c'est Emmanuel Macron, oui, ça c'est sûr. Ça je peux pas. Bon, après, c'est un démocrate, hein, mais je pense qu'il a peut-être intérêt effectivement à mettre le débat sous la toile. Moi, je pense que les municipales, on ne peut pas dire que ça a profité à la majorité, loin de là. Hein. Et puis, il faut la majorité en place. Oui, la majorité en place. Bah, d'accord. La majorité en place, je suis d'accord, mais pas la majorité gouvernementale. Tout à fait. Mais au-delà de ça, j'aimerais dire qu'on est aussi dans un contexte sanitaire particulier qui permet pas. Et là, je peux le dire, la militante de terrain aussi que je suis, on ne peut pas
distribuer, on ne peut pas faire de porte-à-porte, on est quand même assez restreint dans les campagnes, dans la campagne qui s'annonce notamment des régionales, dans la campagne pas de tractage, finalement, pas de meeting, donc finalement, il serait intéressant d'investir entre guillemets aussi sur la participation, dans le sens convaincre les gens à voter, parce que déjà ça serait. Oui, parce que on craint un taux d'abstention d'ailleurs important. Nicolas Coradel. Moi, je rejoins Pilan, qui était le grand communicant de Mitterrand et de Chirac, disait que le système médiatique, sauf Sud Radio, était totalitaire par nature. C'est-à-dire que si on laisse le système médiatique gérer la campagne électorale, comme le disait Najwa, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de campagne possible, eh bien on va avoir un débat qui va se concentrer sur les thèmes que vont choisir les dominants d'aujourd'hui, qui sont la majorité en place et le premier parti de France, qui est aujourd'hui le Rassemblement national. Et donc on parlera des sujets que choisiront de ces partis dominants, en l'occurrence la sécurité et l'immigration, parce que ça arrange tout le monde de parler de ça, comme ça on ne parle pas des hôpitaux, on ne parle pas de la fiscalité. Par exemple, moi je pense que les Français seraient très très intéressés d'avoir un grand débat sur la fiscalité, parce que nous sommes des êtres assez intelligents, nous les Français, nous avons bien compris qu'à partir de 2022, il faudrait commencer à rembourser ce qu'on a en partie emprunté, et que ça allait poser un vrai débat sur qui on fait peser tout ça. Tous ces débats-là n'ont pas l'heure de plaire, et on comprend pourquoi, à ceux qui possèdent aujourd'hui et qui ont les porte-voix. Et donc, s'il n'y a pas de campagne, si les médias ne comprennent pas qu'à un moment, il faut plus de pluralisme, eh bien, on va s'acheminer effectivement vers un non-choix de nouveau en 2022. Enfin, les débats sur la sécurité, ils ne sortent pas de nulle part non plus. Ce n'est pas une fabrication des médias. Aujourd'hui, les livres qui sont en tête des ventes dans les librairies, j'en parlais avec Gérard Collard, le libraire, tout à l'heure. Philippe de Villiers fait un carton, Sonia Mabrouk fait un carton. Donc, c'est pas non plus des gens qui confisquent les sujets. Non, c'est un vrai sujet, mais la responsabilité politique aussi, c'est savoir parler d'autre chose. Typiquement, moi, j'aimerais bien savoir, et on va en parler, ce qu'on fait pour les hôpitaux. Parce que je n'entends aucun candidat autodéclaré ou proclamé nous parler de sa politique pour le système hospitalier français. Oui, parlons. Ça peut être un sujet qui intéresse les Français aussi, ça. Absolument, mais parlons. J'aimerais bien les propositions de Xavier Bertrand, par exemple, sur le sujet. Il a été ministre de la Santé, donc il a certainement... Oui, mais il nous parle plus de sécurité que de santé, Xavier Bertrand, depuis quelque temps. Alors, parlons de ce déconfinement. Est-ce que vous le trouvez raisonnable ? Est-ce que vous pensez... Alors, on reviendra sur l'aspect politique des choses, même s'il est extrêmement lié. Le président de la République a assumé faire un choix. Il dit « je fais un choix et pas un pari ». Après, ça aurait pu être un sujet du bac. Est-ce qu'un choix est un pari ? Est-ce qu'un choix est un pari ? C'en est forcément un. Est-ce que c'est le bon timing ? Écoutez, on l'a passé dans le zapping, mais je repasse ce son de Pascal Praud qui commençait son émission comme ça hier soir. Écoutez. Non, on n'a pas le son. Bon, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'on... Bienvenue au Black Combat Light. Ah non, j'ai fermé. C'est la fête. Ah bah oui, c'est la quille. Est-ce qu'on a une boule à facettes pour fêter? C'est la quille. Je suis plus que content. Ah bah tant mieux. On déconfine, madame, monsieur. Voilà, bon, mais il ajoute qu'il n'y croit pas, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce sentiment-là, l'éditorial du Parisien ce matin, c'est le bout du tunnel après 500 jours de confinement. Quel bout du tunnel? On peut se poser la question. Je sais pas, Mathéo? Moi, je me reconnecte un petit peu à ce que disait Jérôme Ripoul, l'aspect politique de toute cette situation. À mon avis, le président Macron a commencé à penser plus intensément aux élections présidentielles le 1er janvier 2021 parce que il a voulu effectivement éviter de suivre les enfermistes, comme on les appelle, mais personnellement, je trouve que peut-être si on avait limité un peu plus la circulation, au moins des gens, pas forcément nous enfermer avec des couvre-feux, etc., mais limiter la circulation avant, donc quand il faisait froid, quand il faisait mauvais, ça aurait été peut-être plus facile, parce que je dis ça tout simplement parce que je vois que quand même on a encore 30 000 cas par jour. C'est vrai, on me dit que c'est pas le seul critère, c'est vrai, on a appris cette année à gérer cette information.
Mais en même temps, je dis aussi qu'on n'a pas non plus fait la campagne de vaccination qui ont fait la Grande-Bretagne, Israël, les États-Unis et d'autres pays. Et d'ailleurs, il y a des pays où on a fait quand même une campagne, mais soit parce qu'il y avait des problèmes de vaccins, comme c'était un peu le cas du Chili, d'efficacité du vaccin, ou bien la Serbie, où tout qu'on fait, si on considère les proportions. Oui, ils ont vacciné beaucoup, mais ils ont aussi lâché tout de suite les brides. Donc, le virus a continué à circuler parce que si on n'était pas complètement immunisé, en fait, on n'avait pas assez de barrières. Donc, je pense qu'on n'est pas du tout au bout du tunnel et je suis personnellement très inquiet pour les variants indiens et tous les autres variants qui sortiront. Mais honnêtement, je crains que sortir maintenant nous oblige à faire des sacrifices dans la belle saison. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier de déconfinement? À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi. Donc, dans une interview à l'ensemble de la presse quotidienne régionale, le président de la République a détaillé les différentes phases de la levée progressive des restrictions sanitaires. Un retour à la normale qui s'engage dès le 3 mai, puis le 19 mai, 9 et 30 juin prochain. Qu'en pensez-vous? On a entendu Matteo, donc vous disiez que vous étiez dubitatif. Nicolas Corato? Moi, je considère que depuis le 29 janvier, le président de la République a décidé de tracer un chemin en dehors de la réalité sanitaire. C'est-à-dire qu'il a décorrélé son action politique de la réalité de la crise. Tant et si bien, je rejoins, une fois n'est pas coutume, Matteo, c'est que si je prends les chiffres d'aujourd'hui, moi je ne suis pas épidémiologiste, mais je me mets à la place de n'importe quel pays voisin de la France, avec ces chiffres-là, les pays voisins reconfinent. Oui, nous, on déconfine. Absolument. Mais pourquoi pas? Enfin, on verra au fur et à mesure ce qu'auront produit ou pas ces décisions. Il faut juste voir que Emmanuel Macron est un peu lui tout seul fait prendre à son pays et donc à nous-mêmes un chemin qui est, pour le coup, encore une fois, une exception française. Voilà. Ouais. Nos hôpitaux, il y a une décrue qu'on constate depuis quelques jours, mais qui est quand même très nuancée. Oui. Mais moi, quand je regarde et quand je parle et quand on contacte les hospitaliers, ils vous disent pas que c'est le printemps et que il faut tous aller dans les discothèques cet été. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, nos services de réanimation sont toujours en extrême tension. Le service hospitalier a l'air de tenir, mais dans quelles conditions et avec quelles séquelles pour l'avenir, notamment sur les personnels. Moi, je pense quand même, au-delà de leur fatigue physique, il y a quand même une charge psychologique que ces personnes, qui sont souvent des personnes jeunes et souvent des femmes, je pense notamment aux infirmières, vont subir pendant de nombreuses années. Voilà, il faudra mesurer le prix de tout cela. Après, c'est bien un pari. Oui, c'est un pari. C'est un pari. C'est un pari. C'est d'ailleurs les partisans, les fanatiques d'Emmanuel Macron ont même parlé d'un coup de poker. Donc on en est là, c'est-à-dire on prend un pari un peu à 100 contre 1, quoi. Voilà. Oui, mais c'est vrai que les réanimations. Moi, j'ai posé la question. Alors évidemment, il y a vraiment deux clans entre guillemets. Les réanimateurs qui sont eux au charbon tous les jours avec des réas qui sont à 150% d'occupation, donc eux effectivement, comme vous le dites, ils voient pas vraiment d'embellie. Et puis de l'autre côté, ceux qui disent il faut tout rouvrir. Donc comme vous l'évoquiez, ça, il n'y a pas franchement de mieux. Najwa? Oui, c'est vrai que le président de la République a choisi de ne pas suivre les enfermistes, et on l'a rappelé ça depuis le mois de janvier, parce qu'il prend aussi en considération d'autres paramètres, donc des paramètres, et on le disait. Parce que c'est difficile de se faire réélire si on enferme les Français avec l'image de l'enfermiste. Oui, et puis voilà, il prend aussi en considération des paramètres psychologiques, des paramètres économiques, des paramètres sociaux, et donc voilà, il prend ces choix-là. Mais là où je peux rejoindre ce qui a été dit, c'est que en effet, certes, le président de la République dit que la situation épidémique s'améliore, donc on voit une décrue, les chiffres ont été rappelés. Néanmoins, l'épidémie, la circulation du virus reste active. On parle, et c'est ça qui compte, de 300 morts par jour, et 400 personnes entrent encore en réanimation
chaque jour. Donc, d'ailleurs, je pense que le président de la République est prudent. Enfin, voilà, et je l'espère, il est prudent et il parle même de déconfinement territorialisé, c'est-à-dire d'un département à l'autre, la circulation du virus est plus ou moins active. À partir du 3 mai, on pourra... Bonjour les incohérences. Plusieurs réflexions. La première, elle est d'ordre humoristique. Ouf! On a échappé à une nouvelle intervention du président de la République qui aurait été longue, détaillée, voilà. Donc merci la PQR, et on est ravis effectivement qu'il ait pensé à cet organe de la presse écrite qui est bien utile et qui n'est pas sans arrière-pensée non plus politique. Exactement, c'est assez chiracien. Deuxième remarque, est-ce qu'on peut souligner les incohérences de ce qui a été dit hier et des étapes qui ont été présentées? Il y a mardi, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, avait annoncé qu'à partir de la mi-mai, la possibilité dans l'entreprise d'aller en entreprise pour les salariés ne serait plus une exception, ce serait un droit. Aujourd'hui, le président nous dit rien avant le 9 juin. Il faut quand même prendre conscience, alors ça c'est première incohérence et première dissonance dans le discours de l'exécutif. Il faut quand même prendre conscience, il y a eu un sondage qui a été fait par la CFDT et que Le Monde a commenté, on est face à des gens qui disent à 53%, nous on n'en peut plus. Les actifs en France aujourd'hui n'en peuvent plus. La difficulté qu'on a à gérer le collectif, le travail d'équipe, c'est extrêmement difficile. Donc cette incohérence sur le droit à pouvoir retravailler dans son bureau, ça me pose un problème. Deuxièmement, l'incohérence, il y a 4 étapes, je vous rappelle, le lundi 3 mai, le 19 mai, le 9 juin et le 30 juin, je l'ai sous les yeux, parce que c'est assez compliqué. Oui. Le 9 juin, on vous dit possibilité d'accueillir jusqu'à 5000 personnes dans les lieux de culture et les établissements sportifs. Ah, 5000 personnes. Oui, tout à fait. Conditionner un pass sanitaire. Et donc, le pass sanitaire, c'est quoi? C'est la vaccination. La vaccination ou le test. Bon, sachant que le test, il est imparfait aussi, hein, quand même. Hein, on peut avoir des négatifs. Tu as été malade. Voilà. Tout à fait. Et on vous dit, le 30 juin, possibilité d'accéder à tout événement rassemblant plus de 1000 personnes en extérieur, en intérieur, pass sanitaire. Alors, je ne comprends pas, moi, comment 5000 personnes le 9 juin et 1000 personnes en extérieur, en intérieur, le 30 juin, avec les mêmes conditions. C'est complètement incohérent. Alors, soit les échos ont fait une bourde, voilà. Troisièmement, il y a quand même des laissés pour compte. Le 30 juin, on va encore laisser les discothèques fermées. On met 5000 personnes dans des endroits fermés, et on ne pourrait pas rouvrir les discothèques avec la même logique de passe sanitaire ou de PCR. Enfin, je ne comprends pas. Mais il y a des choses qui me paraissent... Bon. Et tout ça est clairement flou, tout ça est clairement flottant, et on nous donne l'impression qu'il y a de la rationalité dans les rationalités. Donc moi, je crois aussi effectivement que la fin du confinement, elle est pas du tout assuré pour nous, et rien ne dit qu'on ne se retrouve pas à aller un peu plus loin encore au mois de juillet, et ça pour le coup ça m'inquiète beaucoup pour les restaurateurs. Mais la principale, moi j'ai eu des restaurateurs hier qui ne sont pas du tout sûrs d'ouvrir en disant mais non, on va rouvrir le 19 juin pour nous dire de refermer au mois de juillet. Non merci, ils nous ont déjà fait le coup, on a besoin d'un peu de visibilité, de stabilité, mais économiquement c'est intenable. Ce que disait en préambule Nicolas Corato, c'est vrai que c'est vous qui disiez ça, là où d'autres pays, avec les chiffres qu'on a, reconfineraient, nous on déconfine. C'est incompréhensible. Moi, je pense que le président de la République, après je ne suis pas dans sa tête, mais compte sur l'accélération de la vaccination. Et puis, on parlait des hausses de température aussi. Sauf qu'en Inde, il fait très chaud. Ouais. Et vous avez un variant anglais, parce qu'on parle du variant indien, mais en Inde, le variant qui est extrêmement actif, c'est le variant anglais avec les désastres que l'on connaît. Donc on va voir. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient de mémoire commencé à se développer vers la fin de l'été, au début de l'automne de l'année passée, en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc effectivement, il y a des éléments qui pourraient laisser craindre des situations plus compliquées par rapport à l'été passé. Parce que finalement... Nicolas ?
Et moi, je pense qu'une des variables qui est devenue majoritaire dans le mode de décision politique aujourd'hui en France et je dirais en Europe, c'est quand même le décrochage au niveau mondial de notre zone géographique. C'est-à-dire que on voit que les États-Unis repartent, la Chine repart, et en Europe, on traîne. Et finalement, j'ai l'impression que le choix qui est pris aujourd'hui, c'est une impression personnelle, hein, et c'est un choix qui consiste à dire tout sauf le décrochage économique de l'Europe. Donc, crise sanitaire ou pas, mauvais chiffres ou pas, il faut y aller, il faut refaire démarrer l'économie. Vous avez aujourd'hui au niveau européen de grands débats sur la réouverture, la relance des espaces aériens et notamment entre les États-Unis et l'Europe pour faire redémarrer non seulement le tourisme mais surtout l'industrie aéronautique européenne. Ça, ce sont des considérations qui, à mon avis, sont devenues prédominantes, prédéterminantes dans les choix des dirigeants politiques européens. Et j'ai l'impression que, quelle que soit l'évolution de la crise sanitaire, sauf si vraiment il y a un risque majeur d'explosion du système hospitalier, on continuera à tirer sur la corde, coûte que coûte, pour que l'Europe ne décroche pas définitivement économiquement. Oui, mais coûte que coûte. Et oui, il faut savoir. Mais le quoi qu'il en coûte a changé de camp, je pense. Oui, mais je pense qu'on peut aussi avoir des soignants totalement démobilisés, démotivés, épuisés, dégoûtés de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils entendent aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que l'Europe a été choisie pour être la gérante d'une bonne partie, disons, du dossier vaccin. On a vu les limites. On peut penser ce qu'on veut de l'Europe, mais peut-être on n'aurait pas fait mieux tous les pays séparés, mais quand même certains pays qui ne sont pas dans l'Europe ont réussi quand même à avoir les doses, et là on voit encore qu'on a de toute façon des complications parce que au Stade de France il y a un tas de plages disponibles, mais on ne peut pas vacciner une partie de la population qui peut-être serait disponible à se faire vacciner. Mais encore une fois on s'est dit mais qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre des erreurs qu'on a commises dans les 12 derniers mois, sans vouloir accuser quoi que ce soit. Hein. Mais les cafouillages sur la communication, tout ça va se voir une fois que la mer et donc la vague d'épidémie aura reculé. Mais quand on relira tout ça, on verra quand même des erreurs de communication gouvernementale apparaître, notamment sur le vaccin AstraZeneca. Qu'il y ait des problèmes avec des vaccins, c'est pas nouveau. Qu'il y ait un risque existant, on le sait. Donc, on a monté en épingle effectivement les thromboses. Elles existent, il y en a. Et aujourd'hui, il y a des vaccins très très courants qui pourtant sont utilisés depuis des dizaines d'années, qui donnent lieu à une létalité. Mais ça, on a fait vraiment n'importe quoi là-dessus. C'est-à-dire que ça n'a jamais été énoncé, on l'a jamais dit. Même l'histoire de la troisième dose de Pfizer, c'est une mauvaise communication parce que je comprends qu'il y a un an, on avait besoin d'avoir de l'espoir, savoir qu'à la fin de l'été, on aurait eu les premiers vaccins finalement, enfin les premiers tests concluants. Ça nous a fait du bien, sans doute. Mais après, on a par rapport à ça, cette troisième dose de vaccin Pfizer, d'ailleurs, la Commission européenne est en train de négocier pour des précommandes, en envisageant, parce que ce qu'on critiquait par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'Europe, c'est le manque d'anticipation. Oui. Là, aujourd'hui, il y a des négociations en cours pour anticiper. Espérons. Des nouveaux variants. Au niveau de l'Europe ou pays par pays? Ah non, là c'est au niveau de l'Europe. C'est la présidente de la Commission européenne qui négocie avec les labos actuellement pour précommander une troisième dose Pfizer et Moderna. Allez, on marque une petite pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio pour évoquer le pass sanitaire. Vous l'avez signalé, Matteo Ghisalberti, effectivement, et je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit. Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français, sauf que visiblement ça va être compliqué de s'en passer. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Najwa El Haïté, Matteo Ghisalberti, Nicolas Corato et Jérôme Ripoul. On va parler du pass sanitaire et puis du calendrier du déconfinement. On a en ligne un médecin qui voulait réagir. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Donc vous nous écoutiez, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ?
En fait, c'était sur le sujet d'avant. Oui. En fait, j'ai entendu pour la 3 millionième fois le mot enfermiste, et c'est un terme que je supporte plus en fait. Ouais. Faire croire qu'on est enfermiste. Nous, on est soignants. Moi, je suis réanimateur. Ça fait plus d'1 an qu'on est au charbon. Personne n'est enfermiste en fait. Personne n'est enfermiste. Je veux dire, on a tous envie de sortir. On a tous envie d'aller boire un verre. On a tous envie d'aller en terrasse. Et il n'y a pas de dictature sanitaire en fait. Hein. On aimerait tous revivre en fait. Et surtout les soignants qui, encore une fois, n'ont pas levé la tête du guidon depuis très longtemps. Pas levé la tête du guidon pendant le Covid, pas lever la tête du guidon l'été dernier aussi, parce qu'il n'y avait pas de Covid en France, très peu. Mais le problème, c'est qu'on a éclusé toutes les déprogrammations et tous les malades chroniques qui ne sont pas fait traiter. Donc de toute façon, on a tous envie de sortir. Il faut arrêter avec ce terme d'enfermiste. Alors, Matteo Ghisalberti me dit qu'il avait mis des guillemets quand il a prononcé ce mot, justement, en disant certains qualifient d'enfermistes ceux qui appellent à plus de précautions. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du calendrier du déconfinement? Est-ce que c'est une folie pour vous? Folie, j'en sais rien. On a tous des avis, hein, oui. mais on repart de très haut. On a vu la dernière fois qu'on a voulu réouvrir en partant de très haut, ça s'est très mal passé. Donc là, on réouvre en repartant d'encore plus haut. Quand je parle de plus haut, c'est en termes d'occupation des hôpitaux. Donc c'est un pari très risqué de rouvrir des écoles maintenant, mais voilà. Après, nous, on encaissera. Hein. Il faut juste assumer ses décisions. Faut dire, je prends la décision qui est du sang et des larmes, quoi. C'est tout. Hein. Après, quand les gens assument, il n'y a pas de problème. Vous, votre réa, elle est pleine. Vous êtes à quel pourcentage? Elle est plus que pleine. On est à. Ça fait depuis novembre qu'on est à plus de 120%. Là, en ce moment, c'est plutôt 150%. Ça commence à décroître un tout petit peu. Ouais. Mais ça veut dire quoi, tout petit peu, mais les écoles réouvrent. Ouais, c'est quoi un tout petit peu, demande Matteo? Oui, parce qu'on entend effectivement certains qui disent un tout petit peu, mais pour être concret, ça veut dire quoi dans votre quotidien, un tout petit peu? Ça veut dire qu'on continue à admettre des malades, 2-3 malades tous les jours, mais que, par exemple, en fait, on a augmenté nos capacités. Hein. Moi, j'ai une réanimation de 24 lits. En ce moment, on tourne sur quasiment 50 lits. Donc, si je me place par rapport à mes 24 lits habituels, je suis à 150% de taux d'occupation. Mais j'ai des lits de libre, mais c'était des lits qui sont en surnuméraire en fait. D'accord. Et sur les profils, docteur, est-ce que vous voyez des profils atypiques? Est-ce que non, c'est les mêmes qu'avant. Les mêmes qu'avant, d'accord. C'est un peu plus jeune parce que les personnes âgées sont mortes la première fois. On ne peut pas mourir 2 fois, et puis elles sont vaccinées, et puis elles s'autoconfinent. Hein. Moi, quand je passe des vacations de vaccination, les personnes âgées sont toutes très contentes de me dire on va pouvoir ressortir parce qu'on ne sort plus depuis 1 an. Donc voilà, mécaniquement, l'âge a baissé en réanimation. On est aux alentours de 60 ans de médiane. 60 ans, c'est jeune. Hein. Donc ça a baissé. Oui, c'est jeune, 60 ans, avec des gens qui développent des Covid graves, enfin qui sont en réanimation, donc par principe. C'est des malades qui n'ont pas de comorbidité sénile, parce que ceux-là, on ne les prend pas non plus. Donc c'est des malades un peu hypertendus, un peu grassouillés, un peu obèses, un peu diabétiques. Enfin, c'est des malades normaux, quoi. Voilà. Ouais. Merci docteur de nous avoir appelés, de nous raconter ce quotidien, ce que vous vivez. Je vois des auditeurs qui sont toujours sceptiques. Réa avec des Covid, ce sont des gens qui ont le Covid. Ils peuvent être sceptiques, mais il ne faudra pas pleurnicher si on ne peut pas prendre papa ou maman en réanimation, quoi. C'est tout. Hein. Oui, non, mais c'est votre réalité, c'est ce que vous vivez au quotidien, avec des entrées, avec des malades qui sont là et qui sont bien réels. Et il y a aussi, je pense, une chose qui vous énerve, vous, réanimateurs et médecins, c'est quand on parle de plus de lits en réanimation, il faut penser aussi que plus de lits en réanimation, c'est plus de malades. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait moins de contamination et moins d'entrées à l'hôpital. Il faut, oui. De toute façon, la stratégie du vivre avec le virus, beaucoup de pays l'ont tenté, ça marche pas. Hein. Donc, ça marche pas. Et les pays qui s'en sortent le mieux, et sur le plan sanitaire et sur le plan économique, c'est ceux qui ont décidé de ne pas vivre avec le virus. Donc après, on fait les choix qu'on veut. Oui. Juste, Catherine, une auditrice nous dit à vous écouter, tout ce qui a été fait au niveau vaccin et gestes barrières ne sert donc à rien. Puisqu'il y a toujours autant de malades. Mais je ne suis pas responsable de ce que les gens ne comprennent pas, en fait.
Les gestes barrières, on voit bien comment c'est réalisé en pratique. C'est pas parce qu'on dit on va faire des mesures sanitaires ou des gestes barrières ou des mesures sociales que c'est fait en pratique. Il suffit de voir les bamboches qui sont faites à droite à gauche, quel que soit le statut social. Donc c'est pas une baguette magique. Hein. Merci docteur de cette intervention. Najwa, vous voulez réagir ? Parce qu'on parle de lits de réanimation, d'ouverture. Mais le problème aussi, c'est les ressources humaines, n'est-ce pas, docteur? Il est plus là. Il est parti. Mais je pense aussi que c'est les ressources humaines. Il est toujours là. D'accord. Oui, les ressources humaines, c'est-à-dire un personnel formé au lit de réanimation, enfin pour accompagner en réa des patients. C'est aussi ça le problème. Oui, c'est un problème, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Oui. Donc il faut plus de... C'est un problème, mais encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait de malades qui viennent en réanimation. C'est toujours le même problème. Il ne faut pas voir ça sous le prisme que des morts. Hein. Les morts, les morts, ils sont morts, ils s'en fichent. Hein. Mais je crois que vous ne mesurez pas ce que c'est que les séquelles d'un séjour prolongé, ce qu'on appelle un SDRA en réanimation. Un SDRA en réanimation... Un Covid, c'est 50 ans, si on prend les données anciennes américaines du SDRA non-Covid, c'est 30% de malades qui n'ont pas repris leur travail. Ouais. Voilà, donc vous pouvez me parler d'économie, ce que vous voulez, mais quand vous avez un tiers des cinquantenaires qui n'ont pas repris leur travail à un an, ça fait des conséquences économiques aussi. Ouais, et puis comme on a un système social qui va couvrir ça, parce qu'aux États-Unis, vous savez que le système social n'est pas le même, donc un tiers des malades qui vont pourtant ont très envie de retravailler, sinon ils n'ont plus rien. Nous en France, ce sera possiblement plus qu'un tiers qui ne retravailleront pas un an. Hein. Ouais. Merci beaucoup docteur. Et on a une infirmière qui voulait aussi réagir, Maïwen, bonjour, qui nous appelle de Toulouse. C'est intéressant d'avoir ces témoignages concrets du quotidien. On vous écoute Maïwen. Oui, bonjour. Je vous appelle. Bonjour. Alors en fait, merci beaucoup de me recevoir. C'est un sujet très intéressant, mais je voulais vraiment témoigner en fait du métier d'infirmière. Ouais. Moi personnellement, j'ai pas été dans la crise Covid sur le front, mais j'ai 15 ans je connais je suis sortie du système hospitalier il y a pas très longtemps, et j'ai énormément d'amis qui ont vécu, et donc on parle beaucoup entre nous, bien entendu, les infirmières. Et donc il y a vraiment un sujet très sensible pour les infirmières, bien entendu, vous l'aurez bien compris. L'état actuel des choses, que ça soit aujourd'hui, moi je suis très engagée pour faire valoir justement les compétences des infirmières en France. C'est un vrai sujet parce qu'on est très très compétentes, mais on est très très mal payées. Donc je vous donne vraiment un exemple très concret parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Une infirmière en fin de carrière, elle gagne à peu près 2 000 € net si elle reste à l'hôpital. Hein. Donc là on est encore sur une fourchette à peu près... global sur tout le territoire. Donc le salaire, 2 000 € net en travaillant de nuit, parce que maintenant ce qui se passe, alors il n'y a pas que la nuit, mais il y a beaucoup de travail en décalé. C'est un vrai problème en termes de santé. Comment des professionnels qui doivent incarner la santé et être en bonne santé ont des rythmes vraiment très très décalés. Donc déjà depuis une dizaine d'années, le changement d'heure, donc matin, après-midi, week-end, etc. Très difficile, bien entendu. Et aussi un des vrais, donc ça c'est un vrai sujet. Par exemple, je vous donne vraiment des chiffres concrets. Une infirmière en intérim qui a appelé, alors maintenant ça y est, on est passé sur les boîtes d'intérim à des 21 € de l'heure, ce qui n'est pas extraordinaire, mais je vous donne vraiment les prix, les choses vraiment concrètes, parce que je suis tout au millimètre. Mais il nous reste hélas vraiment peu de temps. Je vous propose qu'on vous reprenne la semaine prochaine. Vous nous raconterez tout ça. Ce qu'on entend en tout cas, c'est que vous êtes mal payé, que c'est un métier qui mériterait d'être... Oui, mais il y a des perspectives d'évolution. Il y a des perspectives d'évolution. Il y a des métiers comme au Canada, en fait, où les infirmières font beaucoup de choses. Et un des secteurs d'avenir, et c'est en train d'arriver en France, heureusement, c'est tout ce qui est infirmière clinicienne, donc des infirmières qui consultent et qui désengorgent aussi les soins. Oui, sauf que, bien sûr, de s'appuyer plus sur les infirmières. Merci Maïwen de nous avoir appelé. Pardon, vous avez peut-être eu un petit peu moins la parole, mais je sais pas ce que vous avez pensé, Nicolas. L'intervention du médecin Jérôme Ripoul, c'était. Oui, c'est important de rappeler la réalité. Mais quand j'entends ça, moi, il y a une chose qui m'irrite un petit peu, c'est de
voir l'effort que font les soignants et de voir le laxisme avec lequel on traite les problèmes de retour de personnes, de voyageurs, et notamment sur le variant indien. On nous a parlé de tester, d'isoler, mais rien n'est fait sérieusement là-dessus. Ça paraît incroyable qu'il y ait encore des gens qui rentrent en France, des voyageurs et qui sont porteurs de variants et qui ne soient pas pris en charge, c'est-à-dire pris en charge isolés et pas de façon laxiste. Moi, j'aimerais apporter une précision suite à l'intervention de cette infirmière, c'est que c'est vrai qu'il y a nécessité de revaloriser les salaires des infirmiers, mais également des soignants, des aides-soignants, des soignants médico-techniques. Il y a eu le Ségur de la santé. Et en octobre prochain, il y aura une revalorisation de ces salaires et j'allais dire qu'il était temps. Il était temps parce que... oui, c'est toujours mieux que rien, mais ça reste encore... loin de ce qui se passe en Europe et des salaires, mais en tous les cas, il y aura une revalorisation qui sera prévue à la rentrée, octobre 2021. Une responsabilité. Nicolas, un mot ? Un exemple pour finir, parce que pour être concret, les infirmières qui travaillent en réanimation et qui sont sur le front depuis plus d'1 an, ça fait des années qu'elles réclament de reconnaître leur spécialité d'infirmière spécialisée en réanimation, qui ne leur donne pas droit à un déroulé de carrière, voire même à une rémunération différenciée. Voilà, mais ça typiquement un point que le Ségur n'a pas abordé et qui serait utile d'aborder. Je pense qu'on leur doit quand même. Et la question de la formation aussi. Toute dernière chose, on a beau ajouter un pass sanitaire, mais si on ne respecte pas les gestes barrières, on ne contrôle pas les personnes qui rentrent, voilà. Et que non, il faut continuer à respecter les gestes barrières. Merci à tous les 4. Tout de suite le journal sur Sud Radio et très bon week-end à tous.